Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube, sur Facebook et sur TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV. Et on a une deuxième chaîne YouTube où on poste tous les 15 heures une histoire exclusive. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc n'oubliez pas de vous abonner aussi de ce côté-là. Allez faire un tour là-bas aussi. Les directs sont sur TikTok le mercredi et les vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Ceux qui veulent monter en direct, nous raconter leur histoire, c'est sur TikTok. Et ceux qui veulent envoyer leur histoire, ceux qui n'ont pas le courage, trop de courage ou bien n'ont pas un compte TikTok, envoyez vos histoires sur WhatsApp au numéro plus 237 655 81 90 17 et on va jouer ici sur Facebook et sur YouTube et sur TikTok. S'il vous plaît, avant d'écouter la première histoire, laissez un like, commentez, partagez, c'est très important. Première histoire. Bonsoir DM, bonsoir à la communauté DM. N'hésitez pas de liker, commenter, de partager car ça envoie un bon signal à l'algorithme YouTube, Facebook et WhatsApp. Bon DM, je viens en presse pour vous raconter une histoire vraiment qui est arrivée à ma tante. Je peux dire c'est ma cousine, mais elle est plus grande, je la prends comme ma tante parce que ses nièces, ils ont presque mon âge. Donc c'est la fille de la grande sœur à ma maman. Maman m'a raconté cette histoire-là quand j'avais l'âge de 20 ans, mais ça se passait, je vivais encore au Cameroun parce qu'actuellement je suis pas au Cameroun. Ma tante, je vais prendre un nom peut-être, disons Ange. Ma tante, elle s'appelle Ange. Elle avait déjà 2 enfants, 2 filles, et elle avait déjà 3 enfants, dont 2 filles et un garçon. Donc le garçon était l'aîné et ces 2 filles, c'était les jumelles. Donc du coup, avec les petits-enfants, elle ne s'attendait pas à se séparer. Maintenant, ma tante, elle vendait du charbon avec sa maman au marché Dakar, parce que sa maman, c'est la grande sœur, ma maman, et ils vendent dans le même marché Dakar au Cameroun, à Douala. Maintenant, ma tante, qui est ma cousine, elle a rencontré un monsieur dans son marché de charbon qu'elle faisait avec sa maman. Elle a rencontré un monsieur. Ce monsieur-là était vraiment fructueux. Il avait de l'argent, tout et tout. Il m'était bien. Ma tante, elle devenait déjà quelqu'un de bien qui avait de l'argent. Donc, elle n'était plus au même niveau que ma maman. Donc, du coup, parce que ma maman, c'est une débrouillard, elle se bat et vend son foufou manioc au marché Dakar. Donc, du coup, Ange, elle a rencontré ce monsieur-là. Elle était bien. Un jour, j'étais à la maison avec maman, c'était à l'âge de 18 ans. Voilà, à l'âge de 18 ans, quand je faisais ma première, j'étais en salle d'examen. Maintenant, elle est rentrée un soir, elle est venue avec ce monsieur pour présenter à maman. Bon, moi, ce monsieur-là, il ne m'inspirait pas trop, donc je n'étais pas trop concentrée. J'étais dans mes cahiers en train de lire parce que je préparais un examen séquentiel. Du coup, ma maman était avec ce monsieur, elle est présentée tout et tout. Ma tante était assise sur les pieds du monsieur. Apparemment, elle aimait tellement le monsieur était aveugle. Mais leurs relations n'ont pas duré 1 an. Ça fait juste quelques mois. Et après leur séparation, pour rien du tout, ils ont eu un problème dont je ne sais la cause. Et donc, en fait, ils ont eu un problème, tous et deux sont séparés. Mais lorsque ma tante, elle s'est séparée de ce monsieur-là, elle n'avait plus rien. Tout son business a chuté. Tout, elle était devenue... elle était normale, mais quand je la voyais sur son visage, c'était pas elle qu'on voyait, c'était un serpent. Donc le monsieur, c'était un homme mystique qui avait mis dans elle un serpent. Un gros serpent. Donc déjà, ma tante est avec toi. Les hommes qui l'approchaient. Donc, quand peut-être un homme vient le draguer, tout et tout, ce qu'il voit là, le visage là, ce n'est pas ma tante qui voyait, c'est le visage d'un serpent, mais le corps était normal. Ma tante ne comprenait pas, son business avait chuté, parce que quand il s'est séparé du monsieur, tout a chuté. Son business avait chuté, tout et tout. Donc du coup, alors, quand ça s'est empiré, parce que chez nous, tu vois, du côté Bamileke, parce que je suis Bamileke, 100%. Du côté Bamileke, il y a toujours des voyants qu'on va regarder. Donc, il y a toujours un monsieur qui travaille pour la famille. Dans notre famille, on avait un monsieur comme ça qui travaillait pour nous.
Donc, c'est comme ça que ma tante, ça n'allait pas. À chaque fois qu'elle veut entreprendre quelque chose, ça n'allait pas, ça baisse, ça chute. Elle n'avait plus d'argent, plus de moyens. À chaque fois que nous venait vers elle, l'homme fuyait, donc les gens le fuyaient, on ne comprenait pas. Ça là, un jour que elle décide de venir voir ma mère. Elle dit, bon, elle explique la situation dans la famille, même à l'autre, ma tante, elle explique la situation, la soeur de ma maman. Elle dit qu'elle ne comprend plus sa vie. Sa vie a chamboulé, tout et tout. Elle ne comprend plus rien, rien du tout. Et lorsqu'alors, ma tante lui dit, dans la petite sœur de mon maman, lui dit que il faut qu'on aille voir le monsieur qui travaille pour la famille parce que dans notre famille, avec un oncle, il était vraiment qui n'était pas très bien, il était dans les trucs, la franc-maçonnerie, tout et tout. Bon, ce qui faisait en sorte qu'on avait un monsieur qui était là pour protéger la famille. Mais maintenant, je vais revenir, c'est une autre histoire mystique toujours, mais je vais revenir après. Lorsque ma tante, ils sont allés voir ce monsieur-là, il était vers Dorpassi, il avait, lui, du côté de Dorpassi, village, tout ça, entre Bitou et tout. Donc, c'était dans un quartier vraiment très loin. Donc, il fallait prendre des motos pour arriver. Bon, du coup, lorsqu'elle arrive, le monsieur fait la consultation. Il dit à ma tante qu'il y a un serpent dans toi. Elle dit serpent comment? Le monsieur dit donc, alors ma tante, il fait comprendre à ma tante que le monsieur avec qui tu étais, c'était pas non bien. C'est vrai que tu donnais beaucoup d'argent, mais en toi, il a mis un serpent. C'est pour ça que quand on te voit, on ne te voit pas normalement. Le corps, c'est toi, mais le visage, c'est un serpent. Le monsieur dit, elle dit au monsieur, qu'est-ce qu'il faut faire? Le monsieur lui fait comprendre, bon, il faut une somme d'argent. On va aller au village. Donc, dans notre village, on va aller à Baganté, on va aller au village dans un endroit sacré. On va aller travailler sur toi et retirer le serpent près d'une rivière et le jeter dans la rivière. Mais il faut une somme de 300 000 pour le faire. Ma tante, elle a supplié, elle a dit qu'elle ne pouvait pas trouver cette somme de 300 000 parce que c'était une somme très énorme pour elle. Elle n'avait plus rien. Et même sa maman ne pouvait pas l'aider. C'est alors là du fait que Ange, elle va voir ma tante, la petite sœur de ma maman, que dans notre famille, elle est aisée, elle a un peu d'argent, lui, elle a de l'argent. Elle s'en va voir ma tante maintenant. Elle supplie ma tante de lui prêter 150 000 parce que elle a dit aussi à ma tante d'aller voir le monsieur, de supplier parce qu'il travaille pour la famille, que ouais, pardon, elle a 150 000, elle ne peut pas avoir une somme de 300 000, qu'elle n'a rien. Chose que le monsieur a accepté parce qu'il travaille dans la famille, il a accepté, il connaît bien la famille. Lorsque elle a pu avoir ses 150 000, ils ont voyagé. Maman n'y est pas allée parce que moi, je devais être seule à la maison et moi, je devais faire un examen. Donc, pour elle, elle ne pouvait pas parce que aussi, qu'il devait préparer tout et tout. Moi, je pensais que j'étais déjà grande, mais j'avais pas le temps. Maman voulait que je me concentre sur mes études, tout et tout. C'est mais elle est partie avec, elle a voyagé avec le monsieur seule. Lorsqu'elle voyage avec le monsieur, c'est elle qui est venue nous raconter comment ça s'est passé. Lorsqu'elle voyage avec le monsieur, tout et tout, ils arrivent au village. Ils ont travaillé le passé, ils ont voyagé la nuit, ils sont arrivés le matin. Quand ils sont arrivés le matin, ils se préparaient, ils ont acheté des trucs, des produits avec lesquels ils devaient travailler. Mais ils sont allés dans l'endroit sacré à minuit. Parce que c'est à minuit que ils ont travaillé. Parce qu'il a dit que c'est à minuit qu'ils devaient commencer à faire le travail. Parce que c'est un truc mystique dont on parle en journée. C'est alors là que ma tante, ils sont partis au village. À minuit, ils sont arrivés dans l'endroit sacré. C'était vraiment difficile pour enlever le truc dans elle. Elle avait peur. Parce que quand tu entres dans l'endroit sacré, tu comprends les bruits, les sifflements de serpents. Mais ces serpents-là, ce sont des gens. Tu vois? Ce sont des gens qui vivent, qui se transforment en serpents pour entrer dans cet endroit sacré. Mais ce sont des personnes mystiques quand même, des notables. Ça peut être des chefs, des notables du village. Donc, du coup, elle est entrée dans cet endroit sacré-là. Ils ont commencé à travailler sur elle. Travailler. C'était pas facile, le monsieur, de retirer ce serpent. Il a travaillé. Après, sur le visage de ma tante, je sais pas comment, et le serpent, il a pris le dent, il a pris la main, commencé à tirer quelque chose sur le visage de ma tante. C'est sorti sous forme de serpent.
Elle-même, elle était étonnée, elle ne savait pas comment est-ce que le serpent était dans. Donc, il a tellement travaillé. Ils ont fini très tard, ils sont partis à minuit, ils ont fini à 3 heures parce que c'était difficile pour le monsieur de retirer ce serpent-là. Parce que ce serpent-là, c'est ça qui faisait en sorte que ma tante, toutes ses richesses, peut-être si elle avait beaucoup de clients auparavant, son étoile, tout et tout, ça absorbait tout. Il a travaillé, il a pu retirer le serpent, il l'a jeté dans la rivière. C'était une rivière sacrée, voilà. Il dit à ma tante, cours, ne regarde pas le derrière. Parce que si tu regardes le derrière, tu vas reporter ce serpent-là qu'on a jeté. Comme ça, ma tante sort, elle court, elle court, elle court. Elle arrive loin en haut de la maison parce que l'endroit sacré était loin, loin, loin en bas. On y va souvent plusieurs lots. Quand tu descends plusieurs lots, tu as peur. Dans cette rivière-là, tu as peur. Parce qu'il y a des trucs que tu entends, des sifflements, tout, de tout, tu entends tout. Tu as tellement peur. C'est alors là qu'elle court, elle court, elle court. Elle ne regarde pas le derrière, même si, parce que je me sais que même si tu entends comment on appelle ton nom, ne regarde pas le derrière. Pour moi, ne te gêne pas, je vais sortir, mais toi là, ne regarde pas le derrière. Elle court, elle court, elle court, elle court. Elle arrive à la maison sans regarder le derrière. Elle entre. C'est quand elle entre, le monsieur revient et dit, on a levé le serpent. Je vous jure que depuis lors, ma tante est devenue normale, mais elle n'a plus cette chance-là d'avoir assez d'argent comme elle avait avant. Et elle ne s'est plus remariée, elle n'a plus de petite amie, rien du tout. C'est pour vous dire juste que les messieurs, souvent que l'on voit qui viennent vers nous pour nous donner autant d'argent, on pense que nous, on a trouvé l'homme de notre vie, là. C'est vraiment très faux parce que tous ne sont pas simples. Il vient, il te donne autant d'argent comme tu veux, il sort avec toi. Mais là, il prend quelque chose dans toi, il te met une autre chose. Donc, c'était l'histoire que je voulais vous partager de ma tante. Et je reviendrai avec plus d'histoires parce que j'ai vraiment des histoires et pour mon oncle aussi. Donc, bisous et merci à toi DMG pour tes vidéos que tu publies. Ça nous motive vraiment et ça nous conseille aussi parfois de prendre des bonnes décisions. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la deuxième histoire. Bonjour DMG, bonjour la communauté DMG, j'espère que vous allez bien. Je reviens avec une histoire d'un jeune petit garçon qu'on va appeler Junior. Junior avait ce temps-là vers 10 ans en allant. C'était un petit garçon comme les autres. Il vivait avec sa grand-mère, ses parents étaient morts et tout et tout et tout. Il vivait pas bien du tout, dans la misère, il trouvait pas à manger. Mais la grand-mère de Junior se pliait à 4 pattes pour trouver à manger à Junior, pour lui payer la pension. Mais le petit garçon là, je ne sais pas ce qui lui est rentré dans la tête. À cause de la mauvaise fréquentation, de la mauvaise compagnie, Junior ne partait plus à l'école. Quand la grand-mère lui donnait l'argent d'aller à l'école comme ça, Junior ne prend plus le chemin de l'école. Junior prend un autre chemin. Il va voir ses amis braqueurs du quartier là. Il part les voir. L'argent que la grand-mère lui donnait, Junior partageait ça à ses copains. C'est un jour que quelqu'un est venu dire à la grand-mère que maman, tu sais que ton enfant Junior là ne part plus à l'école. Elle a dit comment ça? Mais mon enfant va chaque jour à l'école et revient chaque soir à 17h. Comment ça mon enfant ne part pas à l'école? Il a dit oui, c'est comme ça que ton enfant va voir les petits braqueurs et puis il reste là-bas, il joue. À 17h, il rentre à la maison. C'est comme ça que la vieille a parlé plusieurs fois à ce petit garçon que mon enfant, pourquoi tu ne pars pas à l'école? Il faut aller à l'école pour devenir quelque chose demain, mon enfant. Mais l'enfant l'a dit que non, que l'école n'était pas fait pour lui et tout et tout. La grand-mère a dit alors, comme l'école n'est pas fait pour toi, qu'est-ce que tu veux faire? À ton âge là, un petit garçon comme toi. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu vois que je me plie à 4 pattes pour te faire à manger, pour t'amener à l'école, pour payer la pension et tout. Mais toi, tu me dis que l'école n'est pas ta passion. Tu veux faire alors quoi? C'est maintenant que la grand-mère prend la décision que non. Junior, viens, tu restes à la maison avec moi. Depuis le jour où Junior est venu, a décidé de rester à la maison. Quand Junior part comme ça le matin, il fait 2 jours, 3 jours, 4 jours, même une semaine dehors. La grand-mère ne sait pas où est son enfant. La vieille se balade chaque soir pour chercher son petit garçon, mais il ne trouve pas. Il dit, où mon enfant? Un jour,
Une de ses voisines est venue lui dire que maman, tu sais que ton enfant là a lié une amitié vraiment, vraiment impensable avec les petits braqueurs du quartier. Évidemment que la vieille a constaté ça. L'enfant n'était plus comme avant, il ne respectait plus sa grand-mère. Même les travaux ménagers à la maison, l'enfant ne fait plus. Et la grand-mère a dit que non. Comment est-ce que mon petit garçon peut devenir ça? Ses parents voulaient que leur enfant soit quelque chose demain. Et voilà ce que moi j'ai pu faire et tout et tout et tout. De jour en jour, de mois en mois, des années passèrent et Junior devenait de plus en plus un grand bandit du quartier avec ses copains et tout et tout. Junior a décidé de prendre le métier de voleur ou de braqueur professionnel. Quand tu rentres chez toi comme ça, tu ne trouves plus l'argent dans ton portefeuille. Sache que c'est Junior qui a pris l'argent. La sauce est sur le feu. Quelqu'un part dans la maison pour aller chercher le sel et venir mettre dans la sauce. On ne trouve plus la marmite sur le feu. La moto est garée quelque part sur la cour. On ne trouve plus la moto. C'est Junior qui a pris. Junior et son copain. Toujours, chaque jour, les gens viennent se plaindre chez la grand-mère que non, maman. Junior a fait ceci. Junior a fait cela. Oh, il y avait un jeune homme là, âgé de 30 à 40 ans en allant. Le jeune homme là était influencé et tout le monde l'aimait bien dans le quartier. Il vivait bien et tout et tout. Un jour, Junior et ses copains ont pensé aller dans cette maison, dans la maison du vieux, et aller lui braquer, aller voler son argent et tout et tout. Junior est allé comme les autres ont dit que non, comme Junior est un débutant, ils vont lui laisser montrer ses capacités en matière de vol. Junior est allé dans la maison. Oh, et les autres gars, les jeunes gars là, les petits voleurs là, les autres restaient dehors au portail. Junior rentre dans la maison, il escalade le mur, il prend la clé, comme les braqueurs font souvent là, il met les épines, il fait souvent pour ouvrir la porte, comme si c'était bloqué, avec la clé. Junior ouvre la porte, il rentre dans la maison. Comme le gars là était un peu riche et tout, il avait l'argent. Junior rentre, il fouille, il prend 500 000, il rentre. Junior a volé l'argent. Le soir, le jeune homme là, on va l'appeler Brian. Brian revient du boulot. Il constate que sa maison n'est plus comme avant, comme il avait ici. Il a constaté que sa maison, il y avait quelque chose de bizarre. Et il voit que ses meubles ont été déplacés et tout. Il a dit que non, c'est pas normal. Il cherche son argent. Bon, il avait gardé de l'argent un peu dans la maison et tout. Il cherche, il ne trouve pas. Il a constaté qu'il a perdu ses 100 000 francs. Il dit que quoi? Quelqu'un rentre dans ma maison et vient voler. Non, je ne veux pas ça. Et le jeune Brian là, il avait un peu les gris-gris et tout. Il était un peu influencé, donc il voulait se protéger. Donc il avait aussi son petit gris-gris. Il a pris son gris-gris, il a prononcé le nom que la personne qui est venue dans sa maison et qui a volé son argent, je lui lance le sort d'un bateau. Il va avoir les pieds qui vont gonfler, les bras et tout, jusqu'à il va souffrir. S'il ne confesse pas qu'il a volé, alors il va pas se rétablir, ou bien s'il ne confesse pas vite que c'est lui qui a voulu voler son argent, lui, il va mourir. C'est comme ça que le soir a été lancé. Je est parti partager l'argent à ses copains et venir donner chez sa grand-mère. Sa grand-mère lui demandait quoi? Mon petit-fils. Mais je dis où? Tu prends l'argent là où? Chaque jour, je viens, je trouve l'argent sur la table. Tu me donnes l'argent de la layette pour préparer. Je me demande où mon enfant trouve l'argent. Tu dis que tu te débrouilles. Mais qui a pu te prendre jusqu'à te donner beaucoup d'argent comme ça? Julien a dit à la grand-mère, ne t'inquiète pas, toi tais-toi seulement, je vais seulement ramener de l'argent. Sinon j'ai trouvé un boulot et on me paye bien. 2 semaines, 3 semaines, 3 mois ont passé. Junior a commencé par recevoir le sort lancé par le jeune Brian. Brian
lui travaillait, il allait et revenait. Un jour, quelqu'un venait appeler Brian à la maison que c'est comme ça. Junior ne se sentait pas bien, qu'il avait les pieds, les bras et tout gonflés, la bouche, il ne parlait plus, il était devenu même aveugle. Brian a dit, oh, comment ça? Mais qu'est-ce que moi j'ai à voir avec le petit garçon là? Que c'est comme ça, Junior a dit qu'on n'a qu'à l'appeler et tout. Maintenant que Brian est arrivé dans la maison de la grand-mère, de la maison de Junior, Junior a dit qu'il demandait pardon à tout le monde, à tout le village, qu'il demandait pardon à tout le monde. Et les gens ont dit comment ça? Il avoue que c'est comme ça, lui, il était un grand braqueur, que lui et ses camarades, il a cité tous ses camarades et tous ses amis, il a cité. Il a même dit que c'est comme ça, c'est lui qui est parti voler l'argent dans la maison de Brian. Brian a dit que mon petit garçon, tu vas mourir. Avec tout ce que tu as fait à ce quartier, à ce village, autant pour moi, tu penses que tu vas vivre comme ça? Et après, il a voulu la demander pardon, mais non, rien ne s'est passé. Jusqu'à des mois ont passé et Junior a rendu là. Cette histoire, c'est pour vous dire que les mauvaises compagnies, ce n'est pas parce que tu vois les autres font, cette chose-là. C'est pour cela que toi aussi tu vas aller faire. Quand on te dit de faire quelque chose, va à l'école, tu vas à l'école. L'école là, c'est pas pour amusement. On part à l'école pour un but. Le vol, ce n'est pas bien. Ce que Junior a fait, c'est parce que ses camarades, la mauvaise compagnie l'avait poussé à aller vers là. Tu ne peux pas venir comme ça. Et surtout, n'allez même pas, quand ta grand-mère ou quelqu'un te dit de faire quelque chose, tu pars, tu fais tranquillement. Va à l'école et réussis. La mauvaise compagnie a poussé Junior à mourir. Aussi jeune, à 16 ans, 17 ans, comme ça, le gars est mort. À 15 ans, 12 ans, le gars est mort. Quoi? C'est juste pour vous dire à mes jeunes frères que le vol n'est pas bien. Que d'écouter les conseils de nos parents, de nos grands-parents, des personnes qui sont âgées plus que nous. Parce qu'on ne sait pas ce que demain nous réserve. Merci DMG. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la troisième histoire. Bonjour tout le monde, bonjour la communauté, bonjour DMG TV. Mbolo Samba à tous, j'espère que tout le monde se passe bien. Vraiment DMG, chapeau, félicitations pour l'initiative. Franchement, je kiffe depuis le Gabon. Ça fait un an et plusieurs mois déjà que je t'écoute. C'est vrai que je suis pas montée plusieurs fois pour raconter, comme je l'ai dit. Dernièrement la première fois que je suis montée, j'ai pas de compte TikTok, donc du coup, je vais partager mes histoires par WhatsApp. C'est moi qui suis venue avec l'histoire du pasteur avec laquelle j'avais eu la crise. Bon voilà, bref, vraiment félicitations à toi. Chapeau, je kiffe les histoires mystiques, je suis câblée. Voilà. Je viens avec une histoire personnelle, bon. En principe, je vais toujours raconter les histoires que j'ai vécues parce que j'en ai vécu pas mal. Voilà, je préfère ça. Bon, c'est vrai que j'ai plein d'histoires aussi qui m'ont été racontées, mais je vais d'abord partir avec ce que j'ai vécu personnellement. L'histoire se passe dans une petite ville du Gabon, Kango, où j'allais passer les vacances. En fait, chaque année, j'allais passer les vacances chez le petit frère de ma mère, en fait son cousin, parce qu'il avait une fille avec laquelle je m'entendais super bien depuis l'enfance. Donc du coup, moi, chaque vacances, j'allais passer chez eux. Voilà. Et quand j'allais chez eux, le plus souvent, ils nous emmenaient dans ce village-là, Congo. Sinon, j'allais en capitale passer les vacances, mais on allait toujours faire un tour à Congo. Et les Gabonais connaissent Congo. C'est une ville côtière, s'il faut le dire. Donc voilà. Et ces vacances, j'étais encore, je crois que je devais avoir 14 ans ou 13 ans. 13 ans, 14 ans, pas plus. Donc voilà, on devait aller dans la ville. En fait, on allait dans la petite ville en question parce que
La tante de ma mère, la mère de mon oncle en question, elle était mariée à cette ville. En fait, c'est une femme qui a fait des enfants. Tous ses enfants, elle les a fait avec le monsieur de cette ville. Elle était déjà décédée. Le monsieur, lui, pas, mais elle était déjà décédée. Du coup, elle avait été enterrée chez son mari. Donc, cette année, en fait, on devait aller pour le retrait de deuil, pour la cérémonie de retrait de deuil, comme on le fait chez nous ici au Gabon. Je ne sais pas pour les autres. Au Gabon, ici, on invite des groupes de danse. C'est une manifestation qui, le plus souvent, fait 3 jours. Donc, voilà, ça commence jeudi et ça prend fin le dimanche. Donc, on allait pour cette cérémonie-là. En fait, moi, ma tante en question, je ne l'avais pas connue, hein, parce que je crois qu'elle était décédée. C'est vrai que j'étais déjà née quand elle était décédée, mais je ne l'avais pas connue. Parce que mon papa, il était d'affectation en affectation. Donc, du coup, il y a vraiment, excusez-moi, il y a vraiment beaucoup de parents avec lesquels on n'a pas passé du temps. Donc, cette dame-là, je ne l'ai pas connue du tout. Déjà, je n'ai même pas connu mes grands-parents, des deux côtés. Voilà, donc on allait pour les vacances, donc on est allé avant parce qu'il fallait faire les préparatifs, débrousser l'endroit, essayer d'entretenir, faire des courses et tout. Donc on est allé une semaine avant la manifestation, on est allé dans le petit village en question. On est parti et voilà, tout s'est bien passé. On allait à la rivière. En fait, c'était cool, quoi. C'était pas ma première fois d'y aller. C'était toujours cool à chaque fois qu'on y allait. Donc voilà, le jour maintenant de la cérémonie, le tout premier jour de la cérémonie, il y avait des groupes de danse qui dansaient toujours. Je crois que c'était à partir de 18h que des groupes de danse, 16h, 18h comme ça, que des groupes de danse y dansaient. Ça passait la nuit là. C'était le goal. C'est une danse où on doit tourner autour du feu, quelque chose comme ça. Un peu comme les leunes de notre côté au nord du Gabon. C'était comme ça. Donc, du coup, moi, j'étais assise. On était enfants, on s'éparpillait un peu, des fois on s'assoit, des fois en fait c'est comme des enfants pendant la cérémonie quoi. Mais je n'étais pas vraiment trop enfant, j'avais 13 ans ou 14 ans. Donc voilà, après un moment donné, je me suis assise pour regarder les gens danser. J'étais avec mon grand frère aussi. Mon grand frère aussi, il était de la place. Mon grand frère de même père, même mère, lui aussi, il était venu assister. En fait, on était les deux parents du côté de ma mère à assister en fait. Moi, j'étais là et mon grand frère en question, il avait amené sa petite amie. euh, Elle était venue avec nous. Durant tout ce temps, elle était venue avec nous au village parce que tout le monde la connaissait. Voilà. Donc, un temps, je me suis assise et ma tante en question, ma grande-tante en question, elle avait son dernier, donc le dernier, le petit frère de mon oncle, il était le tout dernier, mais il était déjà, il était déjà dans je crois dans la trentaine, hein. Il devait avoir peut-être 35 ans ou 34 ans, je sais pas, quelque chose comme ça, je sais pas trop, mais je sais qu'il avait déjà dépassé 33 ans, 34 ans comme ça. Il était assez grand, il avait déjà des enfants d'ailleurs. Donc mon oncle, il était aussi assis en face de moi. C'était vraiment en fait une situation de la cérémonie comme vous voyez quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens ils dansent de ce côté puisqu'il y a plusieurs groupes de danse. Voilà, tu choisis où tu veux regarder. Voilà. Donc moi j'étais assise, on regardait le goal en question. Mon oncle là en question, le dernier du ventre de ma grand-tante, il est assis en face de moi. Mais moi, lorsque je le regarde, je vois une dame grande de taille, vraiment grande de taille, debout à côté de lui. Et la dame en question, oh, j'ai la chair de poule excusez-moi, j'ai la chair de poule. La dame en question, elle avait une robe blanche avec des pois,
des pois en fait, des petits cercles bleus. J'ai la chair de poule tellement je revis la chose. Elle avait une grande robe blanche avec des pois, on va dire des cercles, pour ceux qui ne vont pas peut-être comprendre des pois, des petits cercles bleus. Elle était vraiment grande, elle était noire. Donc voilà, lui il était assis sur une chaise en plastique. Elle était à côté de lui, qu'en fait elle le tenait par l'épaule, mais debout. Mais moi je la regardais et je la reconnais comment? Par rapport à la photo qui était au salon, sa grande photo, vous savez, nous, bon, c'est pas seulement en Afrique, hein, même partout dans le monde, on a tendance à agrandir la photo de nos défunts et puis mettre ça au salon ou dans les chambres, un peu partout dans la maison, voilà. Et là, je la reconnais à travers la photo qui est au salon. Mais je sais pas pourquoi, mais j'ai pas eu peur en fait. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pas eu peur. Je l'ai juste reconnue. J'étais juste étonnée, mais je n'ai pas eu peur. Elle a duré, je vous promets qu'elle a fait plus d'1 heure de temps là debout. Et elle souriait. En temps, elle enlevait la main de l'épaule. Je vous promets que je vous raconte quelque chose que j'ai vécu. Ça me donne la chair de poule pendant que je raconte, parce que je revis la scène comme si c'était hier. Je vous promets que cette histoire, je l'ai vécue. Un temps, elle enlève la main, le bras de l'épaule de mon oncle. Elle se met à battre des mains, elle souriait, c'était comme ça. Mais moi, je la voyais. Un temps, elle me regarde, elle lance un petit sourire. Elle me fait des gestes comme genre, mais va danser, va danser. Je n'avais pas peur, j'étais juste étonnée. Je ne sais pas si c'est parce que j'étais naïve, parce que j'étais petite, je ne sais pas jusqu'à aujourd'hui. Et je vais déjà vous dire, j'ai une tête ouverte et ça, je l'ai découvert depuis l'âge de 11 ans. J'ai une tête ouverte, j'ai la capacité de, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui doit se passer, excusez-moi, c'est une parenthèse, à chaque fois qu'il y a un événement qui doit venir dans la famille, que ça soit un événement heureux ou malheureux, c'est quelque chose que je vois en rêve à l'avance. Même partout où je suis, même quand je fréquente une personne, voilà. Et j'ai même la capacité de certains parents, d'amis qui sont décédés, qui viennent me prévenir que voilà, dis à telle personne, dis ceci à telle personne. J'ai cette capacité-là. Et Dieu merci, tout le monde autour de moi ne doute pas de ça parce qu'à chaque fois que je passe un message, ça se révèle toujours vrai après. Donc voilà, c'était une parenthèse. Et puis voilà, la soirée est terminée. Je suis allée dormir. La cérémonie est terminée. On a terminé le séjour qu'on a terminé au village. Mais jusqu'à présent, je n'avais jamais dit ça à qui que ce soit. J'ai juste gardé ça comme ça. On est reparti en ville, à la capitale. On est reparti en ville. Je crois 3 jours après, si je ne me trompe pas, si je me souviens encore bien. 3 jours après, en fait, on était tellement nombreux dans la maison. Mon oncle, il a une grande maison familiale. Et puis lui, il aime les enfants. Et il en a fait, hein. Mon oncle en a fait, franchement. Et il aime aussi les enfants d'autrui. Dans chaque vacances, il appelle. En fait, il aime quand sa maison, elle est pleine. Donc, ce qui faisait qu'il y avait la chambre des filles et la chambre des garçons. Et on était tellement nombreux qu'il y a d'autres qui dormaient sur le lit superposé. Il y a d'autres qui dormaient à terre et tout. Ma soeur et moi, on avait choisi de mettre le matelas à terre parce que, en fait, on aimait ça, quoi. On a choisi d'être parmi ceux qui dorment à terre. Et dans notre chambre, en fait, c'était une énorme chambre. Dans notre chambre, il y avait l'un des congélateurs de la maison. Les longs congélateurs là, genre style chez les boutiquiers. Mon oncle, il avait ça, comme il avait beaucoup de gens à la maison. Et c'est ceux qui chargeaient chaque mois. Ce sont ces congélateurs-là qui chargeaient pour qu'il n'y ait jamais de manque de nourriture à la maison. Donc, il avait mis un congélateur dans notre chambre. Et moi, en journée, ce jour-là, c'est 3 jours après qu'on est arrivé du village. Hein. La journée, en fait, on rangeait les matelas sur les lits. Mais le soir, on remettait les matelas au sol. J'ai pris le plus petit matelas de l'enfant qui faisait pipi au lit, excusez-moi. J'ai pris ce matelas et je l'ai mis juste à côté du ventilateur parce que je cherchais à avoir un peu de fraîcheur, quoi. Je l'ai mis à côté du ventilateur. Donc, je me suis endormie. Il faisait jour, hein. Il faisait peut-être dans les 15h, 16h comme ça.
Les autres, ils étaient en train de jouer dehors. Moi, j'étais fatiguée et j'étais fatiguée. Donc, du coup, j'ai juste dit, bon, je vais essayer de dormir un peu. Je me sens fatiguée. Pardon, excusez-moi. Je suis allée dormir. En journée, on va dire, je suis allée faire la sieste. Quand je me couche, je fais même pas 2 secondes ou 3 secondes, si je ne m'abuse. Je tombe dans une fatigue que je n'arrive pas à gérer. Et là, mes paupières sont lourdes et je m'endors intense. C'est comme si j'étais et dans le sommeil et éveillée. Je sais pas, j'avais ce style de fatigue-là. Je sais pas si vous avez... Je sais que plusieurs personnes ont déjà eu ce style de fatigue. Tu es entre le sommeil et le réveil. Et là, il y a comme une force qui me réveille. Du genre, ne dors pas, réveille-toi. Quand j'ouvre les yeux, je vous assure, la dame, elle est là debout. Mais je la regarde, je n'étais plus endormie, je n'étais plus entre le sommeil et l'éveil, j'étais complètement réveillée. La dame, elle est debout, à la porte. Elle est juste debout, elle ne dit rien, elle ne parle pas, elle me regarde, elle est debout. Je vous promets qu'en ce moment, j'ai la chair de poule, tellement ça me fait trop bizarre de revivre la scène. Elle est debout, elle me regarde, elle ne parle pas. Mais moi, je lui regarde, mais je lui dis, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Et c'est dans le qu'est-ce que tu veux là que je m'endors. Je sais pas, je ne peux pas vous expliquer ce qui s'est passé, mais je me suis endormie. Après quelques temps, je me réveille encore. Et quand je me réveille, elle est là debout. Et c'est à ce moment-là que je prends peur. Je crie, mais je ne peux pas aller à la porte parce qu'elle est là à la porte. C'est quand je commence à crier qu'elle disparaît. Bon, je vais l'appeler maman Marie. Je vais au salon en flèche. Je dis, maman Marie est encore là, maman Marie est encore là. Mon oncle me dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Lui, il était aussi allongé au salon. Je dis, mais maman Marie est encore là. Elle est venue là, elle était à la chambre, elle était debout. Elle ne parle pas, je lui demande ce qu'elle veut, elle ne parle pas. Et c'est ce qu'elle m'a aussi fait au village. C'est là où je raconte maintenant à mon oncle la scène du village. Et pendant que je suis en train de raconter, la petite amie de mon grand frère en question qu'on avait emmené au village, elle, en fait, elle était locataire. Elle louait chez nous, mais elle sortait avec mon grand frère. C'est comme ça que elle était à la terrasse arrière, à l'arrière-cour. Je ne sais pas si elle se faisait tresser ou quoi. C'est comme ça qu'elle rentre dans le salon. Elle me dit effectivement, c'est vrai. Parce que j'ai aussi vu maman Marie, parce qu'elle était initiée. Elle est pour nous, je ne sais pas trop, Démbi, je ne sais pas. Elle est initiée. C'est comme ça qu'elle dit, non, mais c'est vrai. Parce que moi aussi, bon, je vais appeler mon oncle, le dernier de ma grande-tante là, je vais l'appeler Georges. Elle me dit, c'est vrai ce que l'enfant raconte parce que je l'ai vue pendant la veillée, elle a passé plus d'1 heure de temps debout devant tonton Georges. C'est vrai ce que Charil racontait. Merde, putain, j'ai dit mon prénom. C'est pas grave. C'est vrai ce que elle racontait tout. Mon oncle, il a commencé à pleurer. Mais moi, je demande à mon oncle, mais pourquoi tu pleures? Pourquoi est-ce que tu pleures et tout? C'est comme ça que mon oncle me dit, vous n'êtes pas les 2 seules personnes à l'avoir vu. Il y a une des danseuses qui est venue me passer un message que voilà, ta maman est là, elle est debout, elle a dit ça. Je vous promets que c'est à ce moment que j'ai commencé à avoir peur de toutes les pièces de la maison. J'avais même peur s'il faut aller à la douche, j'ai peur s'il faut... J'étais devenue traumatisée. Ça, c'était la petite histoire que j'ai vécue lorsque j'avais 14 ans. Merci à tous. Partagez, likez, commentez, faites tout ce qu'il y a de bien pour agrandir davantage la famille. Bonne journée à tous. Mbolo Samba chez vous. Bisous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 4e histoire. Bonjour DMG, bonjour à toute la communauté DMG. Je viens comme ça vous raconter une histoire qui s'est passée lorsque j'étais enfant.
ma maman, ma défunte maman, était allée nous déposer chez sa maman pour les vacances au village, donc ma grand-mère. Et là-bas, une fois, on avait détourné l'attention de notre grand-mère. Donc mes soeurs et moi, on était allés avec les voisins à la pêche. Nous sommes allés pêcher. Et en allant pêcher, moi j'avais attrapé un silure, ce que d'autres appellent le poisson-chat. Donc j'avais attrapé le silure. J'avais, je pense, donné un coup de machette au silure. Le silure s'était légèrement blessé. Mais vous savez que c'est un poisson qui glisse en fait. Donc du coup, il m'avait glissé des mains. Il était reparti dans l'eau. Donc c'était le voisin à l'époque qui l'avait aussi rattrapé. Le même silure. Mais comme j'avais déjà laissé la marque de la machette sur le silure, j'avais reconnu le silure que lui, il avait attrapé. J'ai dit non, donne-moi mon silure, c'est mon silure et tout. Il dit, mais c'est ton silure. Tu l'as attrapé. Il a fui. Moi, je l'ai attrapé. Il ne peut plus être ton silure. J'ai dit, si, c'est mon silure. Donne-moi mon silure. J'ai tellement insisté que le gars m'a dit, prends le silure. Tu vas voir ce que tu as trouvé dans le silure là. Et quand on a terminé notre partie de pêche, au retour du village, ma grand-mère nous a demandé vous étiez où. On lui a fait comprendre qu'on était à la pêche avec les autres et tout. Ah, elle nous avait infligé une grande bastille. Elle nous avait sérieusement tapé. Après, vous connaissez un peu les grands-mères d'état, propriété d'orlotte et tout ça. Elle avait pris le poisson qu'on avait ramené de la pêche, elle nous avait préparé ça. Mais moi, je tenais tellement à manger mon silure là. Donc, en mangeant mon silure, je me suis rendu compte que il y a une partie où il y avait un gros ver de terre. Un gros ver de terre. Donc, du coup, ça m'a dégoûté. Je n'avais plus mangé le silure là. Je n'avais plus terminé en fait de le manger. Je dis, Seigneur, ça c'est quelle silure et tout. Donc, je pense 1 ou 2 jours après, le même voisin revient. Il me dit, tu as mangé ton silure? J'ai dit oui. Qu'est-ce que tu as trouvé dedans? Bon, moi, avec négligence, j'ai dit, il y avait un ver de terre. Il dit, ah, ok. Donc, c'est en écoutant vos histoires que cette histoire-là m'est revenue. Et j'ai voulu la partager avec vous. Comme nous sommes à dimanche, je vous souhaite de passer un agréable dimanche. Bonne journée. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 5e histoire. DMG, c'est encore moi. Je viens encore raconter une histoire mystique, hein? Oui, c'est mystique. J'étais dans ma chambre un soir. Déjà, je suis quelqu'un qui n'aime pas ouvrir les fenêtres et qui n'aime pas laisser ma porte ouverte. Donc, du coup, toute la journée, ma fenêtre, elle est fermée, ma porte, elle est fermée et j'ai la salle de bain dans ma douche. Donc, il est 3 heures du matin. Mais avant d'arriver à 3 heures du matin, je suis là. Je ne dors pas, je manipule mon téléphone. Donc, du coup, je peux voir ce qui se passe dans ma chambre. Il n'y a rien. Donc, du coup, quand je m'endors vers 1 heure par là, et je décide d'aller me soulager, vers 3 heures du matin, je trouve une dizaine de mouches devant ma porte. Mais ces mouches ne sont pas mortes. C'est comme si elles ne peuvent plus voler. C'est comme si on les a immobilisées pour qu'elles ne puissent plus voler. Je trouve ça bizarre, mais qu'est-ce que les mouches viennent faire à 3 heures du matin? C'est comme ça que j'ai attendu 9 heures. Je suis allée dans la chambre de ma mère. Je dis, maman, regarde, j'ai trouvé les mouches et tout ça. Elle me dit, c'est comme ça qu'elle a dit que non. Et ça, ce sont les vampires là-haut. Hein?
elle a commencé à parler dans toute la maison. Elle a commencé à crier, quoi, que non, ma maison n'est pas un poulailler. Ma maison n'est pas un poulailler. Vous avez appris mon enfant, vous avez appris un de mes enfants. Vous n'avez pas encore venu piocher encore dans ma maison. C'est comme ça qu'elle m'a dit de prendre les mouches et de brûler. J'ai pris, j'ai brûlé. 3 jours après, toujours la même heure, hein. Mais là, non, là, je pense qu'il était 4 heures du matin. Là, cette fois-ci, c'était des grosses mouches, mais elles étaient sur les carreaux de la douche. Elles étaient sur les carreaux de la douche en haut. Et elles n'arrivaient pas à bouger. Donc, du coup, je les tuais. Je les tuais facilement. Je les tuais facilement. Et elles ne bougeaient pas. Parce que normalement, quand je tue comme ça, les autres peuvent fuir. Non, 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 ils étaient immobiles. Donc, du coup, je les ai tous tués. C'est comme ça que je vois encore ma mère que, mais là, ça ne va pas en fait. J'ai encore vu les mouches et tout. Cela me dit, en fait, elle a fait le même débat que ce sont les sorciers et tout, machin. Ok. DMG. Troisième, peut-être peut-être une semaine après. Les asticots. Les asticots sortent de ma douche, le chiffon de douche là. Là où on se lave, où ça descend. Les asticots sortent de là. Donc, du coup, moi, je dormais. Quand je dormais, le cœur me dit lève-toi, il était 17h. Le cœur me dit lève-toi. Donc, du coup, quand je descends de mon lit, je vois les asticots qui sont déjà à la chambre. Quand je dis, mais ça sort d'où ça? Donc, du coup, moi, je suis en train de suivre un peu leur direction et je vais à la douche et je vois qu'ils sont pleins à la douche. C'est comme ça que ma mère, la seule question qu'elle me pose, elle me dit, comment tu fais pour voir ce qu'on t'envoie en vampire? C'est la question qu'elle me pose. Comment tu fais pour voir ce qu'on t'envoie en vampire? Et après ça, je lui ai dit, maman, aide-moi. C'est comme ça qu'elle m'a dit qu'elle ne connaît pas ça, elle ne connaît pas les trucs de Ngaga et tout. Tandis que je sais très bien que c'est faux. Elle m'a dit, cherche, tu es assez grande. Et c'est depuis ce jour que j'ai commencé à chercher et j'ai eu des réponses. J'ai eu des réponses assez traumatisantes en fait. Ok, merci beaucoup DMG, merci. Allez, comme toi, restez tout. Je vais continuer la suite. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 6e histoire. Bonjour ou bonsoir DMG. L'histoire que je vais te raconter tout à l'heure a eu lieu il y a seulement 3 jours. Cette histoire me concerne particulièrement. Alors moi, tout d'abord, je suis un jeune garçon. J'ai eu mon baccalauréat depuis 2017. Et tout ce que je fais, ça commence toujours bien et ça finit mal. Je ne connais pas le pourquoi, mais tout ce que je fais commence bien au départ et ça finit toujours mal. J'ai eu à aller voir des kradis praticiens, des prêtres, des imams, et ils m'ont dit que c'est un problème qui vient de la racine, donc de ma famille. Donc il y a eu une entité à que mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents vénéraient à l'époque, qui bloque toute notre lignée parce que nos grands-parents leur ont tourné le dos depuis la venue de l'islam. Comme moi, nous sommes musulmans. Alors là, ce n'est même pas le sujet. Alors l'histoire, c'est... En fait, il y a de cela quelques jours, le business que je faisais a foiré et je me suis retrouvé dans des situations compliquées. Je n'arrivais même plus à payer la maison et le bailleur
aussi ne faisait que me harceler. Je n'avais pas de l'argent à lui donner. Alors, ce qui se passe, c'est que un jour, je manipulais mon téléphone. J'ai vu une amie m'a envoyé un lien d'invitation dans un groupe Facebook nommé Les Tontines du Cameroun. Alors, c'est comme ça que j'accepte de rejoindre le forum. Quand je rejoins le forum, je vois comment les gens à l'intérieur ils font des publications sur des tontines et consorts. Et moi aussi, je décide de visiter de temps en temps quoi. Les gens demandaient des prêts d'argent et les gens venaient commenter plus bas. Les gens commentaient et d'autres trouvaient, je ne sais pas si d'autres trouvaient des solutions. Alors je me suis aussi donc lancé dans l'aventure. J'ai décidé que moi aussi je vais publier, je vais demander un prêt d'argent. C'est comme ça que je fais une publication dans le groupe. Le jour où je fais la publication, personne n'a commenté. Personne. Le deuxième jour, quand je me connecte, je vois comment les gens se sont mis à commenter ma publication, à commenter. Et des commentaires pas très simples. C'était des commentaires bizarres. Des femmes venaient en bas me proposer le sexe à l'échange de l'argent. D'autres me faisaient des propositions bizarres. Alors, sous cette publication, un jeune homme est venu commenter. Il me demande combien. Je lui dis que j'ai besoin de 50 000 francs. Alors, il me demande si j'accepte. Je lui demande que j'accepte quoi. Il me demande oui ou non. Moi, comme on parlait argent, j'ai cru qu'il parlait de l'argent. Alors, je réponds oui. Net, quand je réponds oui, à l'instant T, sans vous mentir, DMG, Dieu m'est témoin, mon sexe est mort. Mon sexe est mort. Alors, quand je décide alors de lui poser la question que monsieur, on était en train de parler de quelque chose concernant l'argent. Qu'est-ce que vous m'avez fait? Il me demande, est-ce que je suis un enfant? Est-ce que je suis un enfant? Pour lui poser des questions. Il m'a demandé et j'ai répondu. Et là, maintenant que je l'envoie mon numéro de téléphone, il va me faire le dépôt. Combien je veux. Je lui dis non. Laissons affaire argent. Maintenant, résolvons d'abord mon problème parce que là, je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe. Il me dit, il n'y a pas de problème. Mais que je lui donne le numéro, il va me faire le dépôt. À l'instant, je me suis déconnecté. Je n'ai pas dormi toute cette nuit-là. Je suis resté éveillé. Alors, le lendemain, je suis allé voir un prêtre exorciste qui m'a dit que oui, c'est une secte et ce sont des pédophiles. Et comme ça, si j'accepte, si j'adhère, ils risquent j'adhère, ils vont me sodomiser. Il m'a dit des trucs comme ça. C'est ce que le prêtre m'a dit. Le soir, quand je rentre, je prends mon téléphone, je me mets à causer avec lui, je lui demande un deal pour qu'on arrange. Il me dit que le seul deal qu'il peut m'accorder, c'est que je devienne sa femme, qu'il me prenne par derrière. DFG, la nuit là, c'était grave. Je n'ai pas pu dormir également. Toute la nuit, je priais. Le lendemain matin, très tôt, j'ai pris le taxi. Je suis allé à la mosquée de Toudji. Je suis allé rencontrer l'imam. J'ai expliqué le problème à l'imam. L'imam me dit que il n'a jamais suivi ce genre de cas. Genre de cas qui suit d'habitude, c'est ceux qui disent qu'ils ont pris des choses sur quelqu'un et la personne les a jeté des sorts
mais que tu n'as pas vu la personne, vous avez juste causé par téléphone, il te jette le sort. Vraiment, il n'a jamais vu ce cas-là. Et que je m'en vais chercher les imams qui font la rouïa, c'est-à-dire les imams qui lisent les versets coraniques pour chasser les démons. C'est comme ça qu'il a pris, je n'avais même pas de l'argent de transport. Il a pris 1000 francs, il m'a donné. Comme je connaissais, il y avait une famille qui fait cette pratique-là. J'ai pris le taxi, je suis arrivé chez lui. Quand j'arrive chez lui, je l'explique. C'est là où il me dit que, en fait, c'est une secte, c'est toute une loge. Et maintenant, il faut mener un combat spirituel avec eux pour qu'ils puissent libérer mon sexe. Parce qu'ils détiennent ça en captivité pour que je puisse faire ce qu'ils veulent. C'est comme ça qu'il a commencé à lire des versets coraniques, à lire des sourates. C'est comme ça que l'entité s'est manifestée. Et l'entité s'est présentée et a dit que, en fait, lui, il n'a rien à voir avec moi, mais qu'on l'envoie venir faire des choses sur quelqu'un juste pour le soumettre. Et que moi, j'ai la tête dure. C'est pour ça que ils sont en train de vouloir m'asphyxier pour que je puisse adhérer à ce qu'ils veulent. Ils veulent travailler avec moi. Ils veulent que je sois leur pion pour amener d'autres jeunes dans le lot. En fait, voilà l'histoire. Et à la fin, avant que l'entité ne parte, l'imam lui a demandé de me libérer. Il a dit que il va me libérer, mais que j'attends d'ici 2 jours. Ça va revenir, mais pas comme je pense. Il a accepté de me libérer. C'est comme ça qu'il est parti. Le même soir, quand je suis rentré, quand je rentre, c'est là où je commence à ressentir que mon sexe et ma virilité étaient en train de revenir. Vraiment, faisons attention aux réseaux sociaux. Ça, c'est une histoire vraie et c'est mon histoire. Vraiment, il faut sensibiliser les jeunes sur les réseaux sociaux. Je ne pensais en aucun cas que causer avec quelqu'un par Facebook, par un réseau social, peut aboutir à un cas pareil. Je vous jure, Dieu m'est témoin. Donc, c'est ça en fait. Et je prie Dieu que toute personne qui écoute mon histoire, pardon, s'il a la possibilité de m'aider avec un emploi pour que je puisse subvenir à mes besoins quotidiens, qu'il puisse m'aider, même si c'est ici ou c'est à l'étranger. J'ai vraiment besoin de travailler parce que je suis un jeune débrouillard. Tout ce que je fais foire. Je ne sais pas pourquoi. Je n'arrive pas à avoir un emploi stable. Merci beaucoup. Bonne journée ou bonne soirée. Merci pour l'histoire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Laissez vos commentaires. Si par exemple vous avez un commentaire à donner à l'histoire numéro 2 par exemple, vous pouvez écrire H1, voilà ce que je pense, et ainsi de suite. Sachez que tous ceux qui envoient les histoires ici viennent après lire les commentaires. Donc c'est important de dire ce que vous pensez. Si vous avez un message en particulier pour un intervenant. Voilà, donc on se prend demain à 12h00 sur YouTube, sur la chaîne DMG TV. Ciao.